Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du mercredi 18 février. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse aux prochaines élections communales du 7 mars prochain. En plateau, Fabrice Chaperon, le seul et unique candidat du POP pour Nyon. En sport, rencontre avec Candide Pralon qui se prépare pour les prochains championnats du monde du ski nordique en Allemagne. Avant de nous ramener une médaille, il raconte ses préparatifs à Alexandre Caporal en plateau. En culture, visite d'Horizon, une exposition de focale au château de Nyon à l'intérieur du quotidien confiné de photographes amateurs et professionnels. On s'intéresse aux élections communales et au retour du POP à Nyon. Le Parti ouvrier populaire présente un seul candidat au conseil communal de Nyon sur la liste du Parti socialiste. On en parle avec vous, Fabrice Chaperon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors à Nyon, le dernier représentant du POP était le municipal Claude Dupertuis. Après avoir rendu son tablier juste avant les dernières élections, il y a 5 ans donc. Qu'est-ce que ça veut dire du paysage politique nyonnais ? Alors, c'est clair qu'il y avait un manque. Il y a eu un trou, effectivement, pendant quelques années. Claude Dupertuis a été jusqu'au bout. Il a porté les valeurs du POP. Et partant de ce constat qu'il n'y avait plus personne, effectivement, j'ai décidé de me présenter parce qu'on a besoin d'un parti, je pense, à gauche du PS, à Nyon. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Et pour moi, il était évident de me présenter pour dire que le POP n'est pas mort. Alors le PEP revient. À Nyon, pour l'exécutif, 17 candidats en liste pour la municipalité. Le Parti pirate a créé la surprise en déposant une liste de 5 candidats à la municipalité. Il y a comme un petit goût de Nyon, c'était mieux avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'était mieux avant, pas forcément, non, parce que ça peut être mieux après aussi. Je dirais c'est bien quand il y a pléthore de candidats, c'est la démocratie qui est gagnante. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, personnellement, d'avoir plusieurs candidats de différents partis. Ça évite justement les élections déjà jouées d'avance. Et ça permet aux partis aussi qui sont en place de pouvoir peut-être s'améliorer et justement se mettre à l'ouvrage. Ouais, apporter du débat justement. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on applique ce retour des différents partis qui ont existé à Nyon ? Est-ce qu'il y a un lien évidemment avec la crise sanitaire qu'on vit ? Alors clairement, je pense avec le POP, la crise sanitaire, nous on est un parti qui prône vraiment la solidarité, le bien-être, un État fort, des liens tout simplement populaires justement pour la population, et on a besoin de valeurs sociales. Et pour moi, il était vraiment inconcevable que le POP soit absent, et le fait qu'effectivement la pandémie joue un rôle, et on a vu récemment Genève, qui est pas loin de Nyon, il y a eu par exemple la votation sur le salaire minimum légal qui est passé à 23 francs de l'heure. Je pense que la pandémie a quand même dû jouer un rôle. Il y a toute une partie de la population qui se rend compte que les méthodes ultralibérales de concurrence de la droite ne sont pas plus forcément adaptées à notre société actuelle. Ouais, alors vous vous distinguez pourtant du Parti socialiste, même en étant présenté sous la liste du Parti socialiste. Vous me disiez en préparant cette interview que c'est du socialisme 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, moi, en fait, on se distingue. Alors, au niveau communal, non. Enfin, on a vraiment, je dirais, 99% peut-être du programme est compatible. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis sur la liste du Parti socialiste et je remercie le Parti socialiste de Nyon. Par contre, effectivement, par rapport au transport public, par exemple, on est en point de divergence. Mais ça, c'est au niveau cantonal. Le POP, évidemment, appelle à des transports publics gratuits, ce que le PS n'appelle pas. En tout cas, à l'heure actuelle, on espère qu'il y aura peut-être un changement. Et le socialisme 2.0, c'est effectivement dépoussiérer l'image la lutte des classes est toujours présente, mais on doit la dépoussiérer, on doit l'adapter. Mais on doit aussi être, justement, il y a des jeunes d'urgence climat qui nous ont rejoints. On doit se réinventer et on doit être aussi peut-être pas plus sexy, mais plus jeune, en tout cas avoir une image plus jeune et s'adapter aussi aux nouveaux défis qui nous attendent. Mais dans cette map politique, où est-ce que vous vous situez ? Parce qu'on peut penser à l'âge d'or du POP en 1945, qui a finalement perdu un peu de sa vitesse de croisière avec l'arrivée des Verts. Aujourd'hui, plutôt Vert, plutôt PS. Enfin, où est-ce que vous vous situez dans ce paysage politique, pardon ? Alors, le POP, on a justement Anaïs Timofté, qui est une jeune candidate qui est venue au POP, a amené avec elle justement la
a elle et Lucas Schalbetter notamment, qui a 22 ans, qui est vice-président du POP. Ces personnes ont amené de la fraîcheur et puis un afflux de jeunes qui sont venus quand même nous rejoindre. Alors pas encore à Nyon malheureusement, on espère avoir en tout cas suscité des vocations, mais en tout cas dans d'autres communes, notamment à Lausanne, il y a vraiment, je dirais, le POP qui renaît, puis on a une autre identité. On est différent du PS des Verts. On a bien sûr des combats communs, des combats modernes, le climat, mais pas que. On veut vraiment nous s'occuper l'agriculture ne doit plus être réservée aux partis de droite, les petits commerces également. On est aussi sensible aux petits commerces, au bien manger. On sort un peu des dogmes. C'est important, c'est ça le socialisme 2.0. C'est vraiment s'adapter et puis trouver des solutions ensemble, mais en ayant quand même des convictions très fortes. Ouais. Je pense par exemple les transports publics gratuits, pour nous c'est une évidence. Ça fait plusieurs années, plusieurs décennies qu'en Suisse il y a des initiatives. On sait que ça prendra du temps, mais ça aboutira. Des pays d'Europe ont déjà passé le pas. Et voilà, j'entends, même si c'est un peu impopulaire pour le moment, je pense que le temps viendra où on a quand même une ligne de conduite qui est claire. Après, on a su, je pense, et on doit s'adapter justement à ces nouveaux électeurs et ne pas laisser de côté aussi l'ouvrier, l'employé, la population qui ne se retrouve pas forcément dans des valeurs de gauche qui sont parfois angéliques. Ouais, ça, comment est-ce qu'on fait pour entendre sa voix finalement quand on est tout seul? Alors effectivement, déjà, le fait d'être tout seul, c'est déjà de faire entendre sa voix en disant que le POP est là. Ça va être compliqué tout seul. Évidemment, si j'ai l'honneur d'être élu au conseil communal, mais à moi aussi de discuter avec le Parti socialiste. Encore une fois, on a des valeurs communes, il y a des belles personnes au Parti socialiste. Et après, le but aussi de ma candidature, c'est, encore une fois, je l'ai dit, c'est susciter des vocations. Et j'espère que dans 5 ans, il y aura le POP pourra présenter une liste, évidemment, j'espère apparentée au PS, mais une liste propre du POP. Ouais, revivre peut-être l'âge d'or du POP comme en 1945. On peut soulever également la candidature de Tevfik Rachiti, qui était d'ailleurs il y a plusieurs années aussi membre du POP. Pour vous embêter un peu, est-ce qu'on peut dire qu'il a eu plus de courage que vous en se présentant à la municipalité ? Alors, je ne pense pas plus de courage, dans le sens où c'est très bien qu'il se présente à la municipalité. Je lui souhaite bonne chance. Il est déjà là depuis plusieurs années. Moi, c'est ma première candidature, donc je ne me voyais pas du tout me présenter à la municipalité. Je n'ai pas les forces, je n'ai pas l'expérience. Ce serait tromper l'électeur. Et je pense qu'il a eu, oui, du courage, effectivement, mais voilà, il a son chemin. Ils sont plusieurs candidats également. Je suis seul. Soyons humbles. Vraiment, mon but, c'est d'être humble et d'avancer. Et ça, je pense que c'est important, justement, d'avoir sa ligne de conduite et de rester droit dans ses baskets et surtout ne pas brûler les étapes. Aujourd'hui, on entend souvent dire que c'est une municipalité de gauche qui fait de la politique de droite. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est un peu le problème des municipalités de gauche en Suisse, je dirais, de gauche institutionnelle. Elles tendent vers la droite, malheureusement. Alors, à Nyon, je trouve qu'il y a des municipalités plus à droite, enfin, des municipalités de gauche qui sont plus à droite que Nyon, mais bien sûr que j'aimerais bien que ça bascule plus à gauche. C'est clair que, malheureusement, on voit en Suisse, effectivement, la gauche au pouvoir, c'est compliqué. Comment faire du coup? Pour qui est-ce que vous auriez envie de voter aux prochaines élections? Tevfik Rachiti, un Sacha Soldini qui est quand même à l'UDC, mais comment est-ce qu'on fait pour redistribuer du coup les cartes au sein de cette municipalité? Non, je voterai évidemment pour la plateforme de gauche. Je ne vais pas voter. Alors après, voilà, je pense que ces deux personnes que vous citez ont parfois de bonnes idées. Le but, c'est évidemment de discuter et de collaborer avec quand on peut collaborer, bien sûr. Mais le but, moi, c'est un peu d'aiguillonner cette plateforme de gauche pour rappeler les valeurs justement socialistes, les fondements socialistes. Je pense notamment à Jean Ziegler, à Jean Jaurès, si on va plus loin, des vraies personnalités de gauche, et certains, je pense, personnes de gauche devraient s'en inspirer, parce que... Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il leur manque à Nyon des vraies personnalités de gauche? Écoutez, il ne manque pas de personnalité de gauche. Je pense qu'Alexandre Démétriades a cette personnalité, il est aussi jeune. Après, encore une fois, il y a des lignes de parti à tenir, et je pense... Ça, c'est un avis personnel, que le PS devrait bien sûr basculer plus à gauche. Mais ça, c'est un éternel débat. C'est pas évident d'être aussi au gouvernement, de mettre les mains dans le cambouis. Mais oui, je pense que globalement, à gauche, il manque des figures emblématiques. J'entends des leaders charismatiques. Je pense qu'on manque de... Alors, je sais que c'est un gros mot pour certains, mais voilà, il y a du bon et du mauvais populisme. Et je pense qu'on doit aussi être capable à gauche d'avoir des idées fortes, justement de quitter un peu cette gauche angélique et ne pas avoir peur de l'électorat
en tout cas d'avoir une ligne claire, c'est de toute façon payant à long terme. Alors on a entendu tout à l'heure vos objectifs, mais en un mot, si vous deviez définir un gros projet que vous auriez envie de combattre lors de la prochaine législature, ça serait lequel? Alors pas forcément combattre, plutôt proposer, voilà, proposer. Moi je suis plutôt dans le positif. Moi ce qui me tient à cœur, c'est Nyon n'a plus de CCT, de convention collective de travail par exemple actuellement, c'est dramatique. Je suis syndicaliste donc ça me touche. J'aimerais bien qu'il y ait un partenariat social à Nyon et surtout qu'on fasse, au lieu de parler des horaires d'ouverture à outrance, plutôt animer le centre-ville. Je pense que Nyon est une belle ville. Il y a eu par exemple le marché de Noël, ça a été la SIC qui a fait un très bon travail. Il y a des fêtes de printemps d'été qui sont malheureusement évidemment en stand-by actuellement au vu du Covid. Mais justement développer Nyon, rendre Nyon attractif pour que les gens consomment localement, qu'ils soient en voiture, à pied, en transport public, qu'ils puissent venir et puis vraiment dynamiser ce centre-ville. Moi, c'est vraiment une préoccupation. En tout cas, en tant que Nyonnais, j'ai vraiment envie que ma ville soit vivante et qu'il n'y ait pas cet exode, soit en zone frontalière, soit également dans les centres commerciaux périurbains. Et ça, c'est aussi problématique. Une ville vivante et soutenue par le POP. Fabrice Chaperon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Il se prépare actuellement pour les championnats du monde de ski de fond. Avant d'aller à Oberstdorf en Allemagne du 25 février au 7 mars prochain, le skieur valaisan résidant à Nyon, Candide Pralon, qui est le meilleur Suisse au classement général du Tour de ski derrière Dario Colonia, est avec nous en duplex. Bonjour Candide. Bonjour. Candide, tu as préféré faire l'interview par vidéoconférence, par précaution en fait, pour pas choper le Covid avant d'aller au championnat du monde. Du coup, tu vis en ermite en ce moment, comment ça se passe? C'est assez spécial, on est vraiment dans une situation très spéciale avec le Covid. Et puis maintenant, comme on s'approche des championnats du monde, donc je vais bientôt me rendre à Oberstdorf en Allemagne et je suis censé voir le moins de monde possible pour éviter toute possible contamination, et c'est pour ça que ça m'arrange de faire des entretiens par Zoom. Et puis voilà, ça me rend aussi, c'est aussi plus simple pour moi, comme ça j'ai pas besoin de me déplacer. Et puis d'une manière aussi pour ma santé, c'est aussi plus sûr, et puis ouais. Ça se déroule bien comme ça. Comment tu te prépares justement pour ce type de course? Alors là, on parle de championnat du monde en période justement de Covid où rien n'est sûr. Mentalement, à quel point ça t'affecte ça? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça m'affecte pas beaucoup en fait. En tant que sportif, on est dans notre bulle et on voit de toute façon pas beaucoup de monde durant l'hiver parce que même s'il n'y a pas le Covid, on serait très gêné en ayant juste une grippe ou bien une petite maladie. Donc, en manière générale, on fait toujours attention à ne pas tomber malade pendant l'hiver. Et puis cette année encore plus, mais je dirais que ça ne nous change pas la vie plus que tant parce que on peut s'entraîner comme d'habitude. Il y a quelques restrictions, c'est clair. On doit faire beaucoup de tests Covid. Mais en règle générale, on fait de toute façon attention l'hiver pendant la saison pour ne pas tomber malade. Donc cette année, ça ne change pas grand-chose pour nous. Comment tu te prépares en ce moment justement en vue de ces championnats du monde? Je sais que tu étais assez fatigué ces derniers temps, notamment une course en Finlande que tu as dû abandonner parce que tu devais te remettre en fait de tes exploits au tour de ski début janvier. Tu as accumulé beaucoup de fatigue. Est-ce que tu as réussi à trouver le repos pour te préparer? Oui, là, je pense que j'ai vraiment eu le temps de récupérer. J'ai eu la chance de faire de bons résultats au Tour de ski, ce qui m'a permis de me qualifier pour les championnats du monde. Et ensuite, j'ai pu prendre le temps. J'ai eu un bon mois pour me préparer pour les championnats du monde et j'avais pas trop de stress entre-temps. Donc, j'ai pu bien récupérer après le Tour de ski. C'est clair que j'ai retenté une course rapidement après le Tour de ski. Ça s'est mal terminé. Mais là, j'ai eu un mois pour me préparer. J'ai pu me préparer au calme. Et puis, voilà. J'espère maintenant être vraiment à 100%. Et puis, je me réjouis vraiment à fond de pouvoir partir dans quelques jours. On se réjouit pour toi. L'entraînement, il a lieu maintenant dans le Jura principalement, puisqu'on l'a dit, tu es valaisan d'origine, donc tu t'entraînais plutôt dans les Alpes, et puis tu as déménagé il y a 1 an et demi, il me semble, à Nyon. Donc aujourd'hui, tu t'entraînes dans la région. Qu'est-ce que ça change pour un skieur de fond? Eh bien, c'est assez nouveau pour moi. Voilà, j'habite à Nyon depuis 1 année et demie, et puis j'ai déjà vu souvent skier dans le Jura et je connais plus ou moins les pistes, mais là, franchement, j'ai été bluffé par l'état des pistes de la région. J'ai souvent skié au Marché-Rue ou bien
Là, même cette année à Saint-Georges, il y avait assez de neige pour pouvoir skier. C'était vraiment des super conditions. Et puis je me rends assez régulièrement aussi en France voisine, du côté de Prémanon, où j'ai quelques collègues qui s'entraînent aussi là-bas. Et puis franchement, les conditions, je les trouve top pour l'entraînement. Je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner, que ce soit l'été ou l'hiver, du côté de Nyon, aux alentours. Et puis ça change un petit peu des habitudes que j'ai eues ces dernières années. Ça change du Valais, ça change des Grisons, je m'entraîne aussi régulièrement. Et j'adore les changements et j'adore découvrir de nouvelles choses. Et là, je suis comblé. Et en parlant de changement, tu t'étais entraîné ces dernières années avec l'équipe suisse, avec Swiss Ski. Et puis finalement, tu as décidé de t'entraîner maintenant de manière indépendante. Raconte-nous pourquoi cette décision et qu'est-ce que ça change fondamentalement pour un sportif? Alors pour ma part, durant ces dernières années, j'ai souvent été dans les cadres de Swiss Ski et dehors des cadres. En fait, ça dépendait surtout de mes résultats. Puisque je me suis rendu compte ces dernières années que c'était qu'en m'entraînant à ma manière, sans être dans les cadres de Swiss Ski, ça fonctionnait beaucoup mieux. Alors sans critiquer Swiss Ski, leur travail est très bien fait, mais pour moi ça fonctionne mieux quand je suis dehors des cadres et je peux m'encadrer vraiment des personnes avec lesquelles j'ai vraiment confiance. Je m'entraîne beaucoup avec mon frère qui s'entraîne plutôt du côté entraînement spécifique sur les skis, avec Adrian Rothenbuller, un spécialiste de la musculation pour la condition physique. Je m'entraîne avec plein de personnes, je peux faire mon encadrement. Et puis cette manière d'entraîner fonctionne vraiment bien pour moi. C'est dur à expliquer pourquoi. Avec Swiss Ski, avec Swiss Ski notamment, il y a eu un problème aussi tu as connu le surentraînement. Explique-nous comment ça t'est arrivé et puis à quoi c'est lié. Je pense que la première raison du surentraînement, c'est que j'ai voulu trop en faire. En fait, je suis amoureux de sport, amoureux de ce qu'ils font et j'ai voulu en faire toujours un petit peu plus et j'ai sûrement été un peu loin. Et puis ça arrive également dans une période où j'étais à Swiss Ski et j'ai appris avec le temps à m'entraîner, à me faire confiance à mes théories d'entraînement. Et avec Swiss Ski, il y a des théories un petit peu différentes. Et je pense que j'avais pas confiance à 100% à mon entraîneur, peut-être disons de 2018 à 2020. Et là, je suis tombé dans un surentraînement où je peux plus en avant. Et maintenant que je suis dehors depuis le printemps passé, donc ça fait bientôt une année que je suis dehors des cadres, je le fais plus à ma sauce, on dira. Et puis c'est dur à expliquer, mais ça fonctionne mieux et je cherche pas trop à savoir pourquoi quand ça fonctionne. Ouais. Il faut profiter. Et notamment 12e place en sprint en Coupe du Monde, ainsi que 4e du top 25 en Coupe du Monde sur des courses de distance. Dernière question, Candide, tu étais 100% professionnel avant, de 2010 à 2015, puis tu es passé semi-pro aujourd'hui, puisque tu as repris en fait des études universitaires à côté, notamment en sciences du sport à Fribourg. Pourquoi ce choix ? Eh bien, en fait, à partir, je dirais jusqu'à 20-25 ans, je me suis toujours dit, mais le sport, c'est la chose numéro 1 dans ma vie. Mais j'ai pris conscience, disons, à partir de 22-23 ans, qu'après le sport, il faut faire quelque chose. Ma carrière va durer peut-être jusqu'à 30-35 ans. Mais après, jusqu'à 65 ans, il va falloir faire quelque chose qui me plaît. Et là, je me suis dit, OK, donc j'ai la chance de faire du sport, profite-en, mais réfléchis à la suite. Ce serait con d'arriver à 35 ans et de devoir tirer 30 ans avec un job qui ne te plaît pas. Et je ne suis pas champion du monde non plus, donc c'est clair que je ne peux pas vivre sur ce que j'ai fait en sport. Et j'ai j'ai repris mes études en fait, et je fais un bachelor en sciences du sport. J'ai d'ailleurs mon dernier examen mercredi prochain. Ah. Et je pense que ça m'a vraiment aidé dans ma carrière aussi. Alors, mon bachelor, à la place de le faire en 3 ans, je l'ai fait en 5 ans et demi, donc ça a pris beaucoup plus de temps. Mais ça m'a permis d'avoir une occupation à côté du sport. Et à des moments où ça allait pas très bien dans le sport, j'étais content d'avoir quelque chose à côté. Typiquement, pendant mon surentraînement, c'était vraiment cool. Enfin, c'était vraiment cool. Non, c'était pas cool du tout, en fait. Mais j'étais content d'avoir quelque chose à côté. D'avoir autre chose, bien sûr. Une occupation autre que le sport, voilà, ouais. Alors, du coup, pour rajouter une pression supplémentaire, un examen bientôt, plus les championnats du monde. Donc, à partir du 25 février en Allemagne, on te souhaite plein succès pour ces championnats. Ramène-nous une médaille, Candide. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous sur NRTV. Et puis, du coup, on te recevra avec grand plaisir sur le plateau une fois que tu seras de retour de ces championnats. C'est cool, merci de m'avoir accueilli. Au plaisir, à bientôt, Candide. Ciao, ciao.
Horizon, c'est le voyage à l'intérieur du quotidien confiné de photographes professionnels. Une exposition de focale au château de Nyon, actuellement fermée, mais bonne nouvelle, nos caméras vous y emmènent. Le thème de cette année, c'était peur et désir. Et je me suis dit que dans chaque chose qu'on désire, en fait, il y a une peur, et dans chaque peur, il y a un désir. Le premier tableau que j'ai fait, c'est celui qui s'appelle Coronavirus. On me voit, moi, avec un masque en papier sur un fond de cheveux. Parce qu'après le premier confinement, je suis allée pour la première fois chez le coiffeur. Mes cheveux avaient horriblement poussé, alors je les avais teints en bleu. Et j'ai récupéré les cheveux. Et puis quand j'ai appris que le coiffeur et son frère qui ont ce salon, ils ont eu vraiment gravement le coronavirus, ça m'a directement conduit sur le corona, ma foi. On travaille chaque fois avec un thème et puis on a différents ateliers avec des photographes professionnels. Cette année, c'était François Cher et Olivier Lovet et Aurélien Gazzaroli qui nous ont suivis, puis ils nous suivent dans notre projet, puis ils nous donnent des conseils de pro. Et puis pour ça, c'est vraiment précieux, je trouve. Ils arrivent à nous conseiller de façon toujours judicieuse pour la mise en forme, la mise en valeur, et puis l'engagement, voilà. Ils nous poussent un peu. J'ai trouvé que c'était vraiment très très varié et très très différent. Les membres photographes, eux, ont travaillé sur le confinement, ça c'était leur thème. Je présente un travail qui s'appelle Carnet de veille. Je lisais les journaux tous les jours et puis dès qu'il y avait des phrases qui me semblaient intéressantes, amusantes, choquantes, je les découpais. Puis j'assemblais des mots, des petits morceaux de phrases pour en reconstituer des nouvelles, des 5 lignes, 2 lignes, comme des haïkus poétiques ou humoristiques. Et puis je les présente en parallèle de photographies que j'ai faites au quotidien chez moi. Plus on est confiné, plus on a envie de créer en fait. Et puis on crée malgré tout, malgré le fait qu'on ne peut pas vraiment montrer. Pour moi, c'était une évasion. Je pense comme pour beaucoup d'artistes, en même temps, comme beaucoup de monde, on a tous pris conscience qu'on vivait un moment historique. Et je me suis dit, j'en fais quelque chose, je vais m'amuser avec ça, en fait. Essayer de créer une nouvelle réalité, une nouvelle lecture de la réalité, plutôt. J'ai l'honneur d'être là aujourd'hui dans cette expo confinée. Finalement, c'est les photos qui se retrouvent entre elles, peut-être qu'elles dialoguent pendant qu'on n'est pas là. C'est intéressant de voir un peu comment d'autres ont travaillé avec finalement des sujets imposés à soi, en fait, qu'on a dû réinventer. Finalement, le regard, il n'a pas besoin d'un décor exceptionnel. Je pense que c'est chez soi qu'on peut finalement redécouvrir d'autres choses. Après, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, c'est sûr. On a peut-être envie quand même d'aller raconter d'autres histoires. C'est tout pour la quotidienne du 18 février. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.